comment qu'on améliore la qualité de vie, comment qu'on accélère la réinsertion sociale et professionnelle, comment qu'on assure l'équité. Il ne faut pas créer des inégalités sociales. Troisième dimension, assurément, on peut plus se permettre de dépenser plus que 50% du budget de l'État juste en santé, de réduire les coûts de la santé. Donc, une technologie A qui est tout aussi sécuritaire, de bonne qualité, améliore l'expérience patient et qui coûte moins cher que technologie B ou innovation B, ben on va introduire et on va pérenniser la technologie A. La quatrième dimension qui est tout aussi importante que les autres, c'est d'améliorer le mieux-être et les expériences de nos acteurs de la santé. Les infirmières travaillent tellement fort, puis là je donne juste un exemple, tous les professionnels travaillent fort, mais il faut alléger leur travail. 15 documents pour compléter une activité, ça ne fait plus de sens. Donc, comment on peut améliorer le mieux-être et simplifier leur travail? La cinquième et la sixième dimension, on est quand même un milieu universitaire, générer des connaissances, de nouvelles connaissances et les partager au sein de la communauté du réseau de la santé. La dernière dimension, qui est tout aussi importante, c'est créer de la richesse économique. D'où l'importance de s'ouvrir à l'entrepreneuriat pour que, on dit, chers entrepreneurs, start-up, PME, venez valider, co-développer avec nous des innovations qui créent de la valeur. Puis si ça vous crée plus d'emplois, vous permettre de croître dans la société, bien, tant mieux. Alors, ça, c'est notre cadre, je vais arrêter mon partage d'écran, c'est notre cadre d'évaluation de bénéfices. Le défi, Diane, c'est comment on s'assure qu'on les définit en amont, de le mesurer dès l'expérimentation et lorsqu'on s'élargit, et comment on est responsable comme organisation pour continuer à les mesurer après implantation et même pérennisation, et s'il n'y a plus de valeur, de le retirer. Et ça demande du courage managérial, puis une discipline de mesurer les bénéfices ultimes de ce qu'on introduit dans nos pratiques. Donc, le retirer, c'est ce que vous appelez ex-nover, par opposition à innover. Donc, à un moment donné, le courage managérial que ça prend pour ex-nover, à un moment donné, il faut décider, c'est assez, ça s'arrête là. Exactement. Donc, ça doit être une décision quand même assez difficile parce qu'on y a cru, on l'a déployé, on a investi. C'est comme l'expression anglaise qui dit « throw good money after bad ». Donc, à un moment donné, donc ex-nover, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, d'avoir à prendre des décisions comme ça? Oui, on l'a fait, on ne le fait pas assez. Parce qu'on se donne, pour les raisons que je vous ai dites, de dessiner la valeur ou les bénéfices dès la conception et de suivre, de se donner une discipline de travail pour pouvoir les mesurer. Je sais pas, c'est une culture à développer. Puis même les entrepreneurs, la même chose. Il y a la valeur économique, mais il y a la valeur sociale, et je parle à un public qui est vendu à ça, là, je veux dire. Mais de donner la discipline et le courage, même entrepreneurial, de dire si je n'ai pas des bénéfices, je m'arrête. Et faire un peu rapidement, pas d'avoir investi temps et argent, mais de dire si je ne vois pas de la valeur ou une valeur holistique et globale, je pivote ou j'arrête. Pas juste dans le domaine de la santé, mais on le fait. J'aimerais le faire encore plus. C'est de se donner une discipline, de se donner une rigueur de travail. Et quand on travaille, parce que moi, je dis les intrapreneurs ou les entrepreneurs, dès la conception, on a ce mindset-là, c'est plus facile parce qu'on dit que c'est une responsabilité de société, c'est une responsabilité comme agent de changement que si je ne vois plus de valeur, j'ex-innove et je valorise cette ex-innovation-là. Je retire l'innovation qui n'a plus de valeur et bravo parce que tu es responsable, tu as eu l'audace et le courage d'arrêter parce que tu n'as pas vu de la valeur créée. J'aimerais ça qu'on reste sur les critères parce que je pense que la valeur de l'innovation est un thème central. Selon quels critères est-ce qu'on devrait évaluer la valeur de l'innovation en santé? La quantité de patients qu'on peut rejoindre, mais dans ce cas-là, la spécificité d'une problématique. Il y a des maladies orphelines, des maladies qui sont très rares. Est-ce qu'au niveau de la valeur, justement, guérir ou sauver plusieurs patients versus en sauver peu? Comment vous voyez ça, le fameux scale wide et scale deep? Oui. Alors, les critères. Ce n'est pas un critère. Il n'y en a pas un critère qui est plus important que l'autre. Exemple, la pertinence, la faisabilité. La pertinence, est-ce que c'est en ligne avec les besoins de plusieurs populations, d'une niche, exemple les maladies rares, les maladies orphelines, c'est très niché. Des fois, des entrepreneurs n'ont pas d'intérêt, les compagnies pharma, à développer des médicaments pour les maladies rares, ce n'est pas lucratif. Est-ce que nous, c'est un critère d'exclusion? Non, parce qu'on a une responsabilité de société d'offrir des soins et des services à cette population-là. Donc, première réponse, c'est multicritères. Je vous lance quelques exemples, la pertinence, la faisabilité, la viabilité à plus long terme et les impacts anticipés. Je pense que ça, puis je vous ai décrit des exemples d'impact. Alors, il n'y en a pas un, c'est multicritères, puis il y a des tensions toujours entre des critères, puis on y reviendra dans les prochaines questions, mais c'est important d'être conscient que c'est multicritères, qu'il va y avoir des tensions entre les critères.
oui, c'est important l'horizontal, le wide, d'aller chercher le plus de population, c'est de segments clientèle cible. Exemple, pas juste les infirmières, mais les orthophonistes, les nutritionnistes, les médecins, parce que comme entrepreneur, on veut avoir un plus large marché. Mais des marchés nichés sont tout aussi importants. Puis, le fait de penser à l'international d'emblée, lorsqu'on est plus dans le deep, de spécifique, par exemple, pour développer une innovation chez des enfants en maladie rare, c'est le segment de clientèle est très ciblé, de comment déjà avoir une perspective au-delà de Montréal, au-delà du Québec, au Canada, puis à l'international. Je pense que c'est comme ça qu'on peut avoir une plus grande portée. Mais si je reviens à la question des critères, pour moi, c'est toujours multicritères. Puis, ce n'est pas juste le critère économique qui est important. Si on reste dans vous avez évoqué les points de tension, on va aller de ce côté-là. Donc, on va parler un peu d'éthique. Les ressources en santé sont limitées, on ne peut pas investir partout. Puis pour illustrer l'histoire de l'éthique, je vais y aller avec un exemple archi connu en intelligence artificielle, le fameux véhicule autonome qu'on programme en se disant, bon, si il faut qu'il frappe un piéton, est-ce qu'il devrait frapper un aîné, un bébé, une femme enceinte? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, à un moment donné, il y a toute l'histoire de l'éthique. Comment vous voyez ça, justement, les enjeux éthiques, alors que votre argent est limité, puis il faut choisir entre plusieurs innovations? Oui. Alors, l'exemple que vous donnez, pour moi, c'est facile à répondre, c'est no-go. Une innovation ne devrait même pas être sur le marché si ça atteint la sécurité. Je vais vous donner un exemple de vraie, réelle tension. Pour moi, on va nommer des principes éthiques, la bienveillance, l'équité, l'inclusion et la diversité, le développement soutenable, le développement durable. Il va toujours, dans toute innovation qu'on introduit, il va y avoir des tensions. On ne va jamais trouver un équilibre parfait dans tout. Je vous donne un exemple concret. Chez les enfants polyhandicapés, en contexte, ils ont peu de flexibilité au niveau de leur membre supérieur et au niveau surtout de la tête. Et on sait qu'on est contre les pailles de plastique, hein, parce que ce n'est pas bon pour l'environnement, donc principe de développement soutenable. Mais pour les enfants polyhandicapés, ils ont besoin d'une paille qui se plie parce qu'ils n'ont pas de mobilité au niveau de leur tête. Et donc, des pailles en bâton qui ne se plient pas, ben, ce n'est pas une bonne proposition de solution pour cette population. Donc, il y a une tension entre développement soutenable et bienveillance ou alignement avec les besoins spécifiques ou l'inclusion et la diversité. J'ai un enfant ou un adulte avec un handicap, il y a une tension, développement soutenable, inclusion et diversité. Je pense que le rôle le plus important comme dirigeant, jusqu'aux innovateurs et les entrepreneurs, c'est d'être conscient de cette tension-là, de prendre des décisions éclairées avec exemples. L'exemple que vous me donnez, c'est no-go. Je ne mets pas sur le marché une voiture autonome. Si je dis, est-ce que je frappe à une personne âgée ou un bébé? C'est comme non, c'est hors de question. Mais dans le cas que je vous ai donné, l'inclusion et la diversité est plus importante, selon moi, hein, mon humble avis, que le développement soutenable dans cette population-là pour cette innovation-là. Et donc, l'importance de former les acteurs dans la compréhension de ces tensions-là et de prendre des décisions éclairées qu'on peut s'ajuster. Si on va sur le marché ou si on va expérimenter ou implanter, si on voit que la tension est moins importante, ben peut-être s'ajuster. Donc, l'importance d'être conscient qu'il y a des tensions, de prendre des décisions éclairées par rapport à certaines situations. Je pense que c'est ça le clé du succès, je pense. On va rester dans les critères de sélection parce qu'on est dans un univers fini de ressources qui ne sont pas infinies. En tant que femme qui provient d'une communauté culturelle, est-ce que vous pensez que ça influence votre choix d'innovation? Si on nommait davantage de cadres qui proviennent des communautés racisées, est-ce que vous pensez que les innovations financées seraient différentes? Qu'on arriverait avec un bassin d'innovation différent? Puis vous pouvez me parler de votre expérience aussi. Comment ça vous influence dans votre choix? Oui. Alors moi, je suis très sensible à la diversité et l'inclusion de par mon parcours. Moi, je suis fille de deux immigrantes, papa et maman, dont je suis particulièrement fière. Ils ont quitté un pays de guerre. Donc, la misère puis l'impact de l'immigration, je l'ai vécu. Je suis née au Québec, mais tout le parcours que ces immigrants-là vivent, l'impact socio-économique, l'impact cognitif, émotionnel du couple, dans la famille, je l'ai vécu. Donc, c'est sûr que je suis plus sensible à ça. Il faut, moi, je pense, comme individu et comme organisation, tout le monde a des billets. Tout le monde a des billets. Peu importe de quelle communauté, hommes blancs, femmes noires,
hommes transgenres, on a tous nos propres biais. Et il faut être conscient de ces biais-là, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, puis il faut valoriser cette diversité-là. Ce n'est pas négatif, il faut juste en prendre conscience. Moi, je viens de telle communauté où je suis un homme blanc, je ne comprends pas la réalité des Autochtones. Ce n'est pas vrai. Il faut que tu aies un Autochtone à côté de toi si tu as une innovation qui touche cette... Prends pas pour acquis que tu connais leur monde, puis amène des gens de diversité culturelle, raciale, sexuelle dans tes groupes, dans ton projet d'innovation. Là, je parle de, on est entrepreneur, on est intrapreneur. J'inclus le plus de diversité possible pour que ça soit le plus inclusif, que dès la conception, je tiens compte des jeunes et des moins jeunes et des gens de différentes couleurs, de différentes orientations sexuelles, dès la conception. Au niveau organisationnel, exemple, nous, quand on fait les choix de quel, à un moment donné, il faut des choix. Hein, on a 150 projets d'innovation qui vont demander des ressources additionnelles, financières, par exemple. Il va falloir faire des choix à un moment donné. Et je pense que de nous assurer de cette diversité-là est importante pour être plus sensible à l'impact de nos choix. Et je pense que ça, c'est essentiel à tous les niveaux, qu'on soit porteur d'un projet, intrapreneur ou entrepreneur, que je sois au niveau d'un établissement qui prend des décisions. Je pense que la diversité et l'inclusion est clé dans la prise de décision, qu'on soit conscient de nos biais parce que ça a un impact sur nos patients, exemple, ou la population en général. Lorsqu'on a fait la pré-entrevue, vous avez dit quelque chose que j'ai trouvé très important et pertinent aussi. Vous avez dit, quand on parle de diversité, il n'y a pas une communauté culturelle. Vous avez dit, moi, par exemple, vous ne pouvez pas me recruter sur un panel pour que je représente la communauté autochtone. Je ne comprends pas la réalité de la communauté. Donc, il n'y a pas une communauté culturelle, il y a des communautés culturelles. Donc, il ne peut pas nécessairement avoir le représentant ou la représentante de la diversité quand on a une réalité qui est pointue aussi ou un patient bénéficiaire. Puis je vais vous donner un exemple. Là, l'exemple est flagrant. Moi, je ne suis pas autochtone, je ne comprends pas la réalité des... Mais prenons la communauté arabo-musulmane. Je ne représente pas toute la communauté arabo-musulmane. Je ne représente pas toutes les femmes voilées. Oui, je comprends, mais je veux dire, une femme noire voilée de la communauté indienne, je ne connais pas sa réalité, je ne connais pas sa vulnérabilité, je ne connais pas les biais. Donc, même dans l'opinion populaire, c'est que je comprends tous les arabo-musulmans. Non, c'est pas vrai. Donc, puis je dis pas inclure pour inclure, c'est que si on a une innovation qui touche les Autochtones, mais ayez des Autochtones autour de la table. La même chose si vous avez pour une population toxicomane, incluez des proches aidants et qui ont vécu cette problématique-là de toute diversité raciale, culturelle. Et je pense que ça, c'est clé parce que dans ce qu'on veut, là, ultimement, c'est que nos innovations soient adaptées par notre population puis que ça crée de la valeur pour eux. Si on ne les inclut pas dès la conception, puis une diversité large, là, ça ne sera pas adopté par la population qu'on vise à atteindre et à influencer et à avoir de l'impact. Merci, Cathy. On est rendu à la période de questions. Donc, on a le temps pour une ou deux questions. Je vais demander à mes sympathiques co-organisatrices de m'envoyer les questions ou de les faire apparaître par magie dans le chat pour qu'on puisse vous les poser. OK. J'avais cru voir quelqu'un lever la main, mais ça n'apparaît pas dans mon chat. Donc, je vous laisse quelques secondes. Personnellement, Cathy, j'en profite en attendant de voir s'il y a une question qui émerge. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des sérieux dilemmes devant certains choix? Parce qu'il y a des choses qui coulent de source, mais peut-être que d'autres moins. Qu'est-ce que ça a été les dilemmes ou le dilemme le plus difficile que vous pourriez partager avec nous dans un choix d'innovation ou une ex-novation? Je vais vous donner un exemple, peut-être deux rapidement. Le premier, c'est que, par exemple, on a présentement 3 plateformes patientes pour suivre les symptômes de la COVID. Donc, 3 trajets, l'insuffisance cardiaque, les patients qui sortent des soins intensifs, puis le diabète, par exemple. Et là, à un moment donné, il va falloir pérenniser tout ça, là, avec des belles entreprises, là. On n'a pas le pot d'argent, à un moment donné, il n'est pas infini, la carte de crédit n'est pas illimitée. Donc, je vous dirais,
comment je peux être le plus inclusif parce que je ne crois pas qu'une plateforme peut répondre à toutes les problématiques de trajectoire. Je crois à un écosystème ouvert d'innovation, écosystème technologique, mais des fois, on n'a pas les moyens. L'année 1, on n'a pas les moyens de tout pérenniser. Puis ça me tue parce que c'est toutes des équipes qui ont travaillé fort, des entreprises, pour la plupart, qui sont compétentes, qui ont fait leur devoir, qui ont respecté notre rythme, qui est un peu plus ralenti que le leur. Puis à un moment donné, ils vont dire, mais malheureusement, on ne peut pas le pérenniser cette année pour telle et telle raison. Alors, ça, c'est un exemple. Sinon, je vais vous donner un autre exemple pendant la COVID qui est plus humaine, mais c'est important. Là, pendant la COVID, à un moment donné, il y a eu les soins palliatifs, il y a eu une grande contamination de notre personnel, pas chez nous, mais dans le réseau. Il y a eu plusieurs soins palliatifs à travers le Québec où il y a eu une contamination du personnel médical et soignant. Puis, ils ont décidé, dans plusieurs établissements, d'empêcher les visites, même en fin de vie. Oh mon Dieu. Tough comme décision. Et donc, nous et l'équipe des soins palliatifs qui sont venus nous présenter. C'est une innovation assez dure, là, mais je veux dire, c'est pas une innovation, mais il fallait prendre une décision difficile, éthique difficile. C'est pour ça que je donne cet exemple-là. Voici ce qu'on a fait. On a invité l'équipe de soins palliatifs et cognitivement, c'était le bon choix à faire. Il fallait prendre la décision de ne pas permettre des visites pour les fins de vie. C'était extrêmement difficile de prendre cette décision-là. C'était la plus difficile décision que j'ai prise dans la cellule de crise pendant la COVID. Le week-end, je n'ai pas dormi. Mais ma tête, c'était très... En temps de guerre, tu ne peux pas combattre une guerre si tu n'as pas les gens qui font la guerre. Donc, notre main-d'œuvre, c'était très important. Puis ça a été un choix très déchirant. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi l'impact de notre décision. Puis une semaine plus tard, quand on a jugé qu'il n'y avait pas de contamination, bien, on s'est revenu, puis ce qu'on a développé comme innovation, c'est qu'on a mis en place une équipe dédiée à offrir des nouvelles aux patients, à leur famille. Donc, on a engagé 4 personnes qui faisaient jour, soir, nuit à donner des nouvelles aux familles. Votre patient va bien, ne vous en faites pas. Deuxième innovation qu'on a faite, c'est on a mis un protocole pour accueillir les visites en fin de vie, tant en soins palliatifs que dans le reste de l'hôpital. On a créé un nouveau parcours. En 2 jours, on l'a designé, on l'a testé avec des patients, puis on l'a pérennisé, puis même on l'a diffusé au-delà de nos murs. Donc, juste pour vous donner un exemple, il va toujours avoir des tensions et des choses difficiles. L'important, c'est de monitorer l'impact de nos décisions et de s'ajuster et d'injecter des innovations pour pouvoir contrer les impacts de décisions difficiles. Merci, Cathy. C'était vraiment... je ne l'attendais pas, celle-là. Effectivement, ça devait être extrêmement difficile. Merci de cet entretien, de votre générosité. Alors, on va passer à la période des pitchs. On va commencer avec le premier pitch avec la compagnie, la société Mieline. Et l'entrepreneur qui va présenter est Marc-Olivier Schull. Alors, Marc-Olivier, je vais vous céder la parole. On va vous écouter pour les 3 prochaines minutes. Excellent. Bonjour tout le monde. Je veux juste vérifier que vous voyez bien mon écran. Excellent. Oui. Bon, écoutez, ravi de tous vous rencontrer. Donc, je suis Marc-Olivier Schull, je suis le CEO de Mieline, une plateforme d'information et de collaboration dans le domaine de la santé mentale. Et moi, par exemple, ce qui m'empêche de dormir ces temps, c'est ça. Excusez-moi. Le fait qu'on a de plus en plus de fausses informations et que prochainement, tout le monde, y compris les intervenants, on a un risque de consommer plus de fausses informations que de vraies informations. Et s'il y a des domaines dans lesquels ça a un impact critique, c'est notamment dans le domaine de la santé mentale. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de la moitié de la population qui va présenter un trouble de santé mentale dans sa vie. Dans des périodes de crise comme celle de la pandémie, ça risque d'être encore plus haut. Et malheureusement, à peu près les 2 tiers d'entre eux sont à risque de ne pas recevoir les meilleurs traitements parce que les intervenants n'ont pas pu avoir accès aux meilleures informations pour pouvoir prendre les choix les plus optimaux. Et c'est complètement normal. Je veux dire, la situation est qu'on devrait tenir compte non seulement des informations scientifiques qui sont en augmentation exponentielle et qui changent à une vitesse accélérée, les informations expérientielles qui proviennent du terrain, toutes les interventions créées dans les milieux qui sont extrêmement riches, et combiner tout ça avec les données individuelles de la personne pour pouvoir savoir qu'est-ce qui va marcher pour elle. Et ça, c'est une des missions que nous, on a développé, mais que beaucoup d'autres personnes sont en train de travailler sur comment combiner toutes ces informations pour pouvoir déterminer la meilleure intervention pour chaque personne individuellement. Et en théorie, ce qu'il faut faire, c'est faire une liste de profils avec des caractéristiques, une liste d'interventions, réussir à créer des catégories et trouver qu'est-ce qui marche le mieux pour chaque personne.
Sauf que dans la réalité, ne serait-ce qu'accéder à ces informations d'une façon qui respecte l'anonymat est extrêmement complexe. Savoir quelles sont les interventions, parce qu'on ne parle pas seulement de médicaments, on va de la méditation au comportemental pour savoir qu'est-ce qui marche, c'est des données qui sont extrêmement dures à avoir. Et personnellement, moi, ça faisait plusieurs années que j'y travaillais dans le cadre de mon doctorat en psychoéducation, en transfert de connaissances. Mes collègues travaillaient exactement sur la même chose dans les sciences de l'information, dans l'intelligence artificielle. Tout ça pour pas avoir vraiment de réponse. Et c'est au bout de 2 ans qu'on arrivait finalement un peu à la même conclusion que ce que nous a dit Cathy tout à l'heure, qu'une plateforme ne pouvait pas répondre à tous les besoins et qu'on avait besoin d'avoir non pas une, mais en tout cas 2 solutions. Et c'est pour ça que nous, on a développé 2 produits complémentaires. Le premier, Marine, c'est une plateforme d'échange d'outils en santé mentale. Toute personne, qui ce soit un intervenant, un parent qui a créé des outils pour pouvoir aider quelqu'un, peut le rendre accessible, on le connecte à la science, on donne des feedbacks sur ce que les personnes nous renvoient comme rétroaction. C'est quelque chose qui a joué un rôle majeur, notamment pendant la période de la pandémie, dans laquelle très rapidement, on a pu devenir une des sources d'informations principales pour pouvoir trouver des interventions, avec plus de 4000 ressources évaluées, une des plus grandes bases de données dans le domaine de l'autisme, en particulier en période de pandémie. Et juste par exemple, dans les 2 derniers mois, avec 2 collaborations, on a eu 5000 outils supplémentaires. Aujourd'hui, on a plus de 12 000, on est une des plus grandes bases de données sur les interventions psychosociales. Sauf que ça, c'est un des aspects. Le deuxième étant évidemment de savoir qu'est-ce qui marche pour qui. Et c'est pour ça qu'on a lancé une plateforme de télépratique pour pouvoir partager ces interventions ou celles créées par les milieux ou les intervenants et pouvoir faire des suivis auprès des patients et de leurs familles. On est actuellement en train d'être utilisé dans plusieurs cliniques privées. On est en train de commencer, avec certains projets pilotes, à se développer dans le domaine public. Chacun de ces projets, en tant que tel, est viable. Marine en freemium, Synapsy en software as a service. Mais ce vers quoi on va vraiment, c'est pouvoir combiner toutes ces données ensemble pour pouvoir vraiment se centrer sur l'aide à la décision. C'est cette vision qui nous a permis de gagner plusieurs prix, dont celui d'invention de l'année de l'ADRIC, mais surtout qui nous permet, selon nous, d'avoir le maximum d'impact, que chacun puisse prendre les meilleures décisions concernant sa santé mentale et celle de ses proches. On est actuellement en train de chercher des milieux de pratique qui sont prêts justement à valoriser autant les interventions qui proviennent de leurs intervenants que de vraiment pouvoir faire un suivi sur ce qui marche et ce qui ne marche pas afin de pouvoir optimiser les pratiques. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les demander maintenant ou à me contacter. Merci Marc-Olivier. Je vais y aller avec une première question. J'aimerais savoir, à ce stade-ci de la vie de votre entreprise, c'est quoi les défis? C'est quoi les défis principaux que vous affrontez? Là, vous avez développé une solution, vous en avez développé 2, vous vous êtes adapté. Maintenant, quels sont vos prochains défis? Honnêtement, les défis dans ces moments-là, c'est de trouver les meilleurs partenaires. Je sais que ça peut sembler évident, mais on a besoin de partenaires qui autant sont très engagés pour pouvoir soutenir les meilleurs publics, mais qui aussi sont capables de nous aider à pérenniser ces approches-là. Donc, vraiment, cette recherche de pouvoir créer le bon écosystème est sans aucun doute l'un des aspects principaux. C'est quoi le profil type du bon partenaire compte tenu de votre produit, de votre service? Je dirais que c'est un bon équilibre entre un certain réalisme, autant d'un point de vue financier que justement de pouvoir nous dire à un moment, écoutez, on ne répond pas aux besoins, il faut qu'on adapte la solution ou qu'on l'arrête. J'ai beaucoup aimé le concept d'ex-novation, je trouve ça absolument brillant, mais aussi une certaine prise de risque. Donc, des personnes qui sont prêtes à nous dire oui, à nous donner justement de quoi faire nos preuves dans un premier domaine et qui ensuite sont prêts justement à s'adapter ou au contraire à mettre fin au projet. Est-ce que c'est quelque chose qui se trouve au Québec? Est-ce que vous êtes obligé de regarder à l'étranger aussi ou pour l'instant, la recherche de partenaires se fait au Québec? Je dirais que nous, par essence, on s'est au début beaucoup concentré au Québec. Aussi Mhm. parce que, comme on s'est développé en co-construction ici, et comme en parlait d'ailleurs Cathy, le fait qu'on ait inclus beaucoup de personnes qui provenaient de la diversité québécoise, on était plus adapté à cet environnement-là. Mais c'est sûr que ce besoin de personnalisation se trouve partout. Donc, nous, on est en recherche de partenaires autant au Québec, mais aussi des personnes pour qui on pourrait avoir un impact à l'extérieur. Et puis, est-ce que jusqu'à date, donc, vous n'avez pas eu est-ce que vous en avez évalué des partenaires? Est-ce que vous êtes en recherche? Est-ce que vous avez déjà fait des essais ou Je dirais qu'on a déjà des partenariats. On en avait beaucoup dans le domaine de l'autisme. On est en train d'en étendre dans le domaine notamment de l'éducation, dans le domaine de l'anxiété, dans le domaine de la dépression. Et on essaye de développer aussi dans d'autres problématiques qui sont très présentes en période de COVID, ne serait-ce que par exemple la consommation d'alcool ou Mhm. le soutien aux proches aidants. Je dirais que
on est dans une approche qui est vraiment écosystémique. Donc, même si on est dans des domaines dans lesquels on a des partenaires pertinents, on trouve que c'est extrêmement important de pouvoir envisager la possibilité d'avoir des nouveaux partenaires et qui pourraient soit rendre ça plus complet, soit pouvoir justement créer des liens entre les différentes personnes. Donc, pour nous, ce qu'on recherche principalement, c'est soit des personnes qui, justement, comme je disais avant, sont prêts à tester, utiliser ça, par exemple, pour faire un suivi de leurs interventions, notamment en télépratique, mais aussi tous ces milieux qui ont beaucoup d'intervenants, qui chacun crée leurs interventions de leur côté et qui cherchent à valoriser toutes ces richesses-là, à voir tout ce qui provient du terrain et comment l'optimiser. Vous avez mentionné la COVID quelquefois. Un défi que je vois pour les gens qui sont dans le secteur de la santé mentale en ce moment, c'est la COVID est une situation extraordinaire. Alors, de quelle façon est-ce qu'il faut faire attention, comment elle influence notre modèle d'affaires ici, maintenant, par rapport à moyen puis à long terme? Oui, la COVID met en évidence certaines problématiques, mais elle en crée des nouvelles et on ne sait pas après ce qui va rester. Donc, comment vous composez avec ça? Je suis complètement d'accord et je pense qu'il faut vraiment distinguer entre deux aspects. Nous, par exemple, on n'essaye pas de répondre à la crise de la COVID. On essaie toujours de voir, par exemple, quand je parle de dépression, quand je parle d'anxiété, quand je parle de la transformation numérique de l'intervention qui devient de plus en plus à distance, c'est des choses qui existaient déjà en toile de fond et qui étaient déjà présentes. Donc, notre réflexion, c'est toujours de se dire, ça a accéléré les choses, donc on va tenir compte de cette accélération, mais notre but, c'est de pouvoir y répondre à long terme. S'il y avait un projet qui avait uniquement comme but de répondre à des besoins vraiment flagrants qui sont uniquement liés au COVID. On en a eu un, par exemple, qui était sur comment expliquer aux enfants autistes sur comment porter un masque, ce qui est quand même très spécifique. Là, on cherche vraiment des partenaires à mettre très au clair que c'est un projet exceptionnel qui a comme but de pouvoir répondre à un besoin ponctuel, mais qu'on veut aussi pouvoir utiliser les données ou les technologies qu'on développe dans ce moment-là pour pouvoir être appliquées dans d'autres domaines qui, eux, vont se maintenir à plus long terme. Donc, finalement, c'est un équilibre entre les deux. OK. Bien, merci beaucoup, Marc-Olivier. Oh, ici, j'ai une question qui vient de surgir. Vous parlez des enjeux de fausses informations. En incluant les retours personnels comme un des 3 axes d'information, comment gérer les billets propres à chaque individu? Est-ce que c'est par l'entremise de l'intelligence artificielle? Excellente question. C'est un excellent point. En fait, il y a 2 réponses là-dedans et les 2 vont inclure la notion de triangulation. Le premier va être vraiment sur le fait que les données personnelles vont être combinées avec certaines informations qui proviennent, par exemple, de la recherche ou de données qui proviennent vraiment de l'expérience sur le terrain. Donc, ce qui nous permet parfois de pouvoir éliminer un certain nombre d'informations qui seraient, par exemple, déjà erronées ou en tout cas en contradiction avec ce qu'on connaît. Si quelqu'un nous dit « je veux éviter l'autisme en évitant de vacciner mon enfant », on peut assez rapidement dire que c'est une information qui est erronée. Ensuite, la deuxième chose qui touche beaucoup plus au suivi, c'est que quand on parle de certaines choses comme l'anxiété, on parle souvent de données très subjectives. Mais lorsqu'on parle, par exemple, d'aspects plus comportementaux, comme par exemple un enfant qui est très agité ou qui, par exemple, a des conflits avec d'autres personnes, on peut demander à d'autres personnes, que ce soit les parents, l'entourage, de aussi pouvoir donner leurs observations. Et quand on triangule les données qui proviennent de la personne elle-même, mais aussi de tout son entourage, on arrive en général à trouver des informations qui sont beaucoup plus objectives que si on n'avait demandé qu'à une seule personne. Et c'est pour ça qu'on agit de façon très écosystémique. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Ça termine la période de questions pour votre entreprise. Merci beaucoup. Alors, on va passer au prochain pitch. C'est Émoscience avec Pierrick Pluquelec. Pierrick, c'est à vous. Oui, merci. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Et OK, parfait. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. De mon côté, moi, j'essaie de prendre soin de ma santé physique. Je fais attention à ce que je mange, à mon sommeil, je fais du sport. Et ce qui est fabuleux en santé physique, c'est qu'on a plein d'outils, d'outils connectés qui nous aident à mesurer finalement en continu les différents paramètres de santé physique. Donc, on en a plein de ces outils-là, comme par exemple ces fameuses montres Fitbit qu'on utilise pour l'activité ou le rythme cardiaque. Mais qu'en est-il de la santé mentale? Qu'en est-il de notre équilibre émotionnel, de notre bien-être? Quel outil avons-nous à notre disposition? Une personne sur 4 en milieu de travail est à risque de stress chronique, d'anxiété, de burn-out, de dépression. Avec la COVID-19, on parle de 2 personnes sur 5. Pourtant, les psychologues, les scientifiques ont des solutions pour nous apprendre à mieux gérer nos émotions et à en être plus conscients. Alors, chez Émoscience, notre équipe s'est donné le défi de permettre à tous de mobiliser ces connaissances pour un impact global en santé émotionnelle. Pour ça, on a digitalisé la science des émotions
et on utilise les dernières avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle qui permettent en fait une analyse automatique des expressions faciales d'émotions. Emoscience analyse vos émotions au cours de votre journée et vous fournit un rapport de votre santé émotionnelle accompagné en fait d'outils qui vont vous permettre de mieux les gérer, puis des outils qui sont personnalisés à votre situation. Dans un deuxième temps, Emoscience va passer en mode veille et va vous avertir dès que vous déviez de votre fonctionnement émotionnel habituel et va vous diriger vers les ressources les plus appropriées. Grâce à Emoscience, et bien entendu avec le consentement explicite de chaque employé d'une organisation et de façon anonyme, une organisation peut veiller en continu et agir pour promouvoir la santé émotionnelle et bien entendu l'engagement de l'ensemble de ses employés. Chez Emoscience, nous sommes 3 cofondateurs, 3 scientifiques qui, par leur histoire personnelle, sont engagés dans la mission d'améliorer le bien-être et la santé mentale dans les organisations. On a développé notre solution pour toucher le plus grand nombre de personnes possible. Grâce à l'Esplanade, on a pris conscience qu'il fallait qu'on s'inscrive dans un écosystème pour en fait adresser l'ensemble des défis qu'on a. Et c'est pour ça qu'on a mobilisé tout un réseau de partenaires engagés parmi les meilleurs au Québec dans ces différents domaines. Vous l'avez compris, Emoscience a un potentiel de dissémination sans limite, puisqu'il suffit d'un ordinateur équipé d'une caméra pour qu'il fonctionne. Alors, on a priorisé les segments de marché en éducation, où les besoins sont pressants en termes de gestion émotionnelle, les entreprises du milieu des TIC, des jeux vidéo, puis aussi en santé, où les acteurs de la santé ont des grands défis en termes de santé émotionnelle. Emoscience, aujourd'hui, est le seul outil qui combine une mesure automatique et en continu de la santé émotionnelle des employés et une expertise poussée en transfert de connaissances qui nous permet d'accompagner les individus et leur organisation. Alors, notre premier produit est prêt, il est déployable à grande échelle. Avec notre premier client, on a déjà analysé 30 000 données émotionnelles qu'on a rendues à leurs utilisateurs et on a un partenariat avec l'Université de Montréal pour soutenir le volet éthique et de responsabilité sociale d'Emoscience, qui est une valeur fondatrice chez nous. On est donc prêt à diffuser ce Fitbit émotionnel à plusieurs secteurs, y compris celui de la santé, par exemple, pour soutenir les psychologues dans le suivi émotionnel de leur clientèle, pour prévenir le risque d'épuisement émotionnel des patients ou pour promouvoir le bien-être des gestionnaires en santé. Bref, si un de ces besoins résonne dans votre organisation, écoutez, contactez-nous, nous sommes prêts. Merci Pierrick, j'ai une tonne de questions pour vous. Là, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Oui. Vous avez parlé d'organisation ou d'entreprise. Donc, il y a une entreprise qui va acheter votre solution pour la déployer dans son milieu de travail, c'est ça? Absolument. Donc, Absolument. moi, imaginons que je travaille pour l'entreprise qui a acheté votre solution. Donc, toute la journée, comme journaliste, je fais des entrevues sur Zoom, j'écris tout ça, et l'ordinateur va enregistrer mes expressions faciales pour voir si je vais moins bien. Oui. Et là, il va communiquer ça à mon employeur? Non. OK. En fait, c'est ça, évidemment, là, vous mettez le doigt sur l'élément essentiel d'Emoscience. OK. C'est ce qu'on appelle un modèle user first, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes en contrôle de vos données et on insiste beaucoup sur la souveraineté des données chez Emoscience. Donc, voilà comment ça marche. Si ça vous intéresse, c'est d'abord vous qui allez être intéressé par tenir compte, connaître votre profil émotionnel et évaluer de quelle manière il évolue au cours du temps. Pensons au télétravail, pensons à ce qu'on vit en ce moment, on serait fort intéressé par ça. Ouais. Et les données vont être uniquement à vous. Mais si vous acceptez de les partager de manière anonymisée à votre employeur, vous allez nous le dire. Et nous, à ce moment-là, on va regrouper vos données de manière anonyme et on va les fournir sous forme groupée à votre employeur pour que lui puisse avoir une image de sa culture émotionnelle. OK. Forme Maintenant, anonymisée. pourquoi mon employeur paierait pour ça? Est-ce qu'il paierait parce qu'il veut avoir une main-d'œuvre en santé mentale, en bonne santé mentale? J'essaie de penser aux entreprises, c'est quoi leur motivation? Oui, écoutez, à ça, on peut répondre. On peut parler de Daniel Kahneman, un prix Nobel d'économie en 2002, qui lui a mis le bien-être au cœur de la productivité. Donc, tout chef d'entreprise qui veut être persuadé que le bien-être a un impact considérable sur l'engagement de ses employés a juste à lire Daniel Kahneman. Puis, ce qu'il nous apprend, c'est qu'un employé qui est connecté à ses émotions, qui est capable de relier les émotions et ses activités, qui est en équilibre émotionnel, c'est un employé qu'on va garder plus longtemps, c'est un employé qu'on va attirer plus souvent, plus facilement, et c'est une culture émotionnelle qui va permettre à une compagnie d'aller bien et surtout de manière durable. Donc, on est évidemment dans la bienveillance ici, puis dans le développement organisationnel durable.
Nadia a une question, elle dit, mais pourquoi ne pas vendre le service directement aux employés? Ben, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on y a pensé. On aurait pu effectivement le faire. Mais ce qui nous intéresse, on pense que la plus-value, elle est vraiment dans la gestion de la culture émotionnelle. Puis là, on est conscient que ça nécessite un changement de culture dans les organisations qui sont encore très axées sur les compétences, bien plus que sur ce qu'on appelle les soft skills. Bon, mais je pense que ceux qui suivent l'actualité aujourd'hui, puis de la pandémie, on sait que les soft skills, c'est ce qui va être le plus important demain. Et ça commence, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence sociale, ça commence par se comprendre soi-même. Donc, c'est pour ça qu'on croit que c'est les organisations, c'est par le levier organisationnel qu'on va avoir le plus d'impact. Alors, il y a ici Laurentia qui pose la question que je voulais vous poser après. Une fois qu'on a identifié une charge émotive négative chez un ou plusieurs employés, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, l'employé, qu'est-ce qu'il fait avec cette information-là? Puis l'employeur, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Est-ce que vous avez Oui. prévu cette partie-là? Oui, absolument. Et c'est bien d'insister parce que ce n'est pas juste un outil de suivi. Ce n'est pas, pas juste un Fitbit, ça vient avec un ensemble d'outils, soit d'outils d'autogestion de l'humeur, si on parle de dépression, d'anxiété, et ça vient aussi avec des capsules d'information pour bien comprendre ces émotions, parce que les émotions, il n'y en a aucune qui est mauvaise. Elles arrivent pour nous envoyer des messages, puis nous faire comprendre des choses, et nos tests, nos expérimentations qui ont été faites auprès de plusieurs individus nous indiquent qu'il y a une très grande variabilité entre les gens. Donc, il n'y a pas une bonne manière de réagir émotionnellement au travail. Chacun a sa manière de le faire. C'est pour ça que notre outil de veille émotionnelle est intéressant. Puis, dernière chose, on a établi des partenariats, par exemple avec l'ACPAM, pour que si les organisations se rendent compte qu'ils ont des enjeux émotionnels, ils puissent s'assurer d'avoir les formations appropriées pour pouvoir former leurs gestionnaires, par exemple. Là, on a un tsunami de questions. Là. Il y a Eve qui veut savoir si vous avez mesuré l'impact d'un employé qui reçoit des indicateurs négatifs. Avez-vous regardé qu'est-ce qui se passe avec ça? Avec l'expérimentation qu'on a faite, oui, absolument. Écoutez, les gens, généralement, ne sont pas très surpris de ce qu'ils observent. Et Et s'ils le sont, leur manière, la capacité qu'ils ont de comprendre grâce à nos capsules, ce que veut dire, par exemple, une expression de colère, ce que veut dire une expression de tristesse. On a la fausse impression que toutes les émotions négatives sont mauvaises. Ce n'est pas vrai. La colère, ça sert, par exemple, à retirer un obstacle. Si on a une semaine qui a eu beaucoup de défis, c'est normal qu'on ait eu beaucoup de colère. Et par ailleurs, la tristesse, c'est pareil. La tristesse, des études scientifiques nous ont montré avec des chercheurs australiens que quand on est face à un écran, on a des expressions faciales de tristesse pour nous aider à se concentrer. Donc la seule chose, c'est qu'il faut être capable de relier justement ces émotions à ces activités. deux autres questions. À quel point est-ce que le monde de l'entreprise est prêt à prendre ces étapes de gestion d'employés? Est-ce qu'ils sont équipés à l'interne pour faire face à ça? Parce que recueillir de l'information sur une chose, la traiter et en faire quelque chose d'utile après, c'en est une autre. C'est un enjeu. C'est pour ça que notre produit ne s'adresse pas juste aux employés, s'adresse aussi aux gestionnaires pour qu'eux-mêmes, en fait, un déploiement idéal, ce serait d'abord de le déployer auprès des gestionnaires, qu'eux aient une formation, qu'on vienne les former à la gestion émotionnelle et ensuite qu'on le déploie au niveau des employés. Donc, c'est certain qu'il y a un changement de culture organisationnelle à aller chercher, mais de toute façon, les compagnies, les organisations vont être, je pense, obligées de passer à travers cette prochaine étape parce qu'on est vraiment rendu là dans le développement organisationnel puis même économique. Youssef se demande comment vous faites l'accompagnement. Parce que c'est beau que les entreprises déploient ça, mais après ça, vous ne pouvez pas les laisser elles-mêmes. Donc, comment vous les accompagnez dans ça? Écoutez, comme je vous l'ai dit, il y a à la fois de l'accompagnement individuel, donc sous forme de capsules pour que ce soit déployable, et puis il y a de l'accompagnement organisationnel sous forme de formation auprès des gestionnaires, donc soit à travers des partenariats, soit à travers des outils autogérés. Vous le savez peut-être, mais aujourd'hui, dans le domaine de la santé mentale, par exemple, Revivre, sa planification stratégique est autour des outils d'autogestion. Donc, on est vraiment dans cette thématique-là. L'idée, c'est de développer diverses couches d'intervention qu'on va pouvoir mettre en place le plus possible pour autogérer ces troubles, par exemple, s'il y a des troubles, mais surtout pour voir bien en avance, en fait, cette évolution-là. Donc, ça qui est intéressant, c'est qu'on agit en prévention ici, bien plus qu'en intervention. Puis, vous savez, en intervention, l'idée dans une organisation, c'est de connecter Émosciences à ce qui existe déjà. Si on parle des programmes d'aide aux employés, malheureusement, ils sont très peu utilisés. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas qu'ils sont rendus là.
Donc, notre outil peut servir à ça aussi. J'imagine que l'accompagnement doit durer un certain temps parce que les gestionnaires, il y a du roulement. Alors, j'imagine qu'il y a du rafraîchissement à faire, puis ça ne doit pas être un accompagnement juste de 3 mois quand vous installez le… Non, d'autant qu'en plus, on est des scientifiques et que, comme vous le savez, les connaissances scientifiques arrivent de manière quotidienne, hein, 1 million d'articles scientifiques par année. Donc, évidemment qu'il va y avoir un accompagnement, puis surtout une mise à jour des techniques d'intervention et de gestion. Puis pour ça, une fois encore, on va aller chercher des partenaires de qualité qu'on a déjà d'ailleurs dans notre écosystème. Il y a Nadia ici qui manifeste un souci. Elle dit, est-ce que les employés vont le faire sur une base volontaire ou est-ce que l'employeur va pouvoir les forcer? Est-ce qu'à un moment donné, il y en a certains qui font un lien aussi avec la performance en disant, bon, est-ce que les employeurs vont se mettre à implanter ça, puis ça va devenir un outil de mesure de performance, je ne vais pas bien, oh non, il ne va pas bien, il ne performera pas. Il y a ces inquiétudes-là. Oui, puis c'est des inquiétudes tout à fait légitimes. Et vous savez, d'abord, ce sera toujours sur une base volontaire. Toujours. Et la couche managériale ne verra pas en fait qui sont les personnes nominément qui utilisent Emotience ou pas. Eux, la seule chose auquel ils auront accès, c'est des statistiques de groupe. À partir de 10 personnes ou plus, on pourra leur fournir ces statistiques-là. Si on n'a pas 10 personnes qui utilisent Emotience, on ne fournit pas ces statistiques-là. Donc, c'est un enjeu, la confiance, l'éthique. On travaille avec les meilleurs dans ce domaine en termes d'anonymisation des données. Puis, c'est vraiment là-dessus qu'on est. Tout à fait. C'est un très grand enjeu pour nous. Il y a une question ici. Est-ce que vous pensez que votre outil pourrait être utilisé par les RH en recrutement de personnel plutôt que dans le réseau de la santé? Je ne sais pas si c'est bien ou mal. Je ne sais pas si la personne pose la question en s'inquiétant ou elle trouve que c'est une bonne idée. Je ne sais pas. Ben, écoutez, je peux juste vous raconter une petite anecdote. Quand on a déjà présenté notre outil dans divers endroits, puis entre autres devant des assureurs, puis il y avait un avocat dans la salle qui nous dit « Mais écoutez, mais c'est vraiment super ce que vous avez. La seule chose que vous avez à vérifier, c'est que ce qui se passe sur le lieu de travail appartient à l'employeur. » On lui dit « Mais pourquoi ?» Il dit « Parce qu'ensuite, vous avez juste à prendre ces données puis les vendre aux assureurs. » Et on dit « Mais non, vous n'avez rien compris. Notre idée, ce n'est pas ça du tout. L'idée, c'est que ce soit un outil qui soit bienveillant puis utile. Et donc, on ne fera absolument jamais ça. Donc, si l'idée, c'est d'utiliser pour les RH, pour sélectionner les personnes les plus compétentes émotionnellement, la réponse, c'est non. Merci. La dernière question, Youssef s'intéressait à l'accompagnement, puis vous avez bien dit qu'il y avait de l'accompagnement personnalisé. Oui. Donc, personnalisé, ça veut dire avec les gestionnaires ou personnalisé avec les employés, personnalisé avec qui? Personnalisé dans un premier temps avec notre outil, c'est-à-dire que si par exemple on voit que vous avez des défis en termes de manifestation de la colère, alors on va vous pousser du contenu numérique en lien avec la colère. Donc c'est comme ça qu'on fait de l'accompagnement qui est déployable à grande échelle puis qui en même temps est personnalisé. Donc, puis ensuite, dans un deuxième temps, effectivement, non, jamais les gestionnaires, parce que comme je vous l'ai dit, l'information ne descend jamais au niveau individuel. Mais il peut y avoir de l'accompagnement par des outils auto-administrés auxquels on a participé d'ailleurs. Mais merci beaucoup, Pierrick. C'était très intéressant. Alors, on va passer à la prochaine entreprise qui s'appelle H-Care avec Mathieu Tougasset et Pierre-Alexandre Touga. Alors, messieurs, je vous cède la parole. Oh, oui, je suis désolée, c'était pas ça. Alors, c'est avec Prélib, toutes mes excuses, et avec le docteur Khadija Benomar. Toutes mes excuses. Pas de problème. Bonsoir tout le monde. Je vais juste partager l'écran. Voilà. Excellent. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Khadija, une des fondatrices derrière Prélib. Donc, en fait, derrière Prélib, on est 2 médecins de famille. On travaille principalement en santé sexuelle. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille dans ce domaine. Avant Prélib, on avait aussi ouvert un projet de clinique de médecine de famille qui était aussi spécialisé dans ce domaine. Donc, c'est un secteur qu'on connaît bien et dans lequel, à travers les années, on a vite vu qu'il fallait vraiment avoir une approche plus adaptée, plus spécifique à ce domaine pour bien répondre à ses besoins spécifiques. Donc, on a lancé le projet Prélib en décembre 2018 avec le premier centre qui est à Montréal et on travaille présentement à ouvrir 2 nouveaux centres pour 2021. Il
Il faut savoir que la santé sexuelle, encore aujourd'hui, c'est un enjeu majeur pour la santé publique. Juste au Québec, on diagnostique plus de 40 000 infections à chaque année qui sont directement liées aux maladies transmises sexuellement. Donc, on comprend qu'il y a encore beaucoup de freins liés au dépistage de la santé sexuelle. Un des enjeux majeurs, c'est l'accessibilité. Le défi, c'est vraiment les délais qui peuvent être longs pour avoir accès à nos ressources. Il y a aussi un manque d'informations souvent qui va entourer ce problème d'accès. On ne sait pas toujours où aller, quel test faire. Est-ce qu'on y va juste quand on a des symptômes, pas de symptômes? Donc, il y a un aspect aussi d'éducation qui peut freiner l'accès. Et c'est entouré souvent par une peur du jugement aussi. C'est pas facile de parler de santé sexuelle, de dévoiler sa vie privée. Et souvent aussi, la prise en charge des résultats peut amener un frein parce que c'est difficile, ça peut être anxiogène d'attendre ces résultats, de gérer aussi des résultats qui peuvent être positifs. Donc, c'est ces barrières-là que Prélib a voulu adresser. On a voulu offrir une solution avec un accès facile et simple d'usage. On a créé une plateforme qui est en ligne, qui ressemble un peu à une clinique virtuelle, qui permet d'avoir un accès donc 24/7 dans le confort de son salon et accès à des questionnaires médicaux et conseils personnalisés, et aussi à la prise de rendez-vous vers le centre de prélèvement, qui lui se veut un centre vraiment qui met à l'avant-plan la discrétion et l'autonomie des patients pour permettre d'avoir un parcours rapide et efficace. Il n'y a pas de salle d'attente, pas de réception, donc le tout se veut vraiment rapide afin que le patient se sente aussi en confiance. Et on a travaillé fort aussi pour que les résultats soient communiqués rapidement et pris en charge rapidement pour les patients. Donc, jusqu'à ce jour, c'est un Prélib fonctionne très bien puisque notre première succursale est déjà à pleine capacité. En fait, on a connu une grande augmentation de notre achalandage dans les 6 derniers mois. On est maintenant à 1000 patients qui viennent se faire tester par mois. Et on voit aussi que les gens qui viennent chez nous, un quart de nos patients, c'est leur premier dépistage à vie. Donc, on voit qu'on amène vraiment une alternative qui répond à un besoin. On va aussi chercher des clientèles à risque pour la santé sexuelle, des jeunes, des hommes ayant des relations avec des hommes ou des travailleuses du sexe, par exemple. Et on voit que quand ils viennent se faire tester, c'est nous, on arrive à les raccrocher un peu au système de santé puisqu'il y a un taux de récurrence de 30%. Donc, on arrive à implanter un petit peu chez eux des saines habitudes pour la vie sexuelle. On a aussi un taux de détection des infections qui est positif de 7,9% puis qui a augmenté là, depuis notre ouverture. Donc voilà pourquoi on veut continuer à maximiser notre impact dans les prochaines années, qu'on a besoin de partenaires pour étendre notre accès, étendre nos points de service à travers tout le territoire du Québec. Notre objectif, c'est 10 centres en 24 mois. Donc on a besoin de plusieurs collaborations, plusieurs partenaires à différents niveaux pour vraiment pouvoir étendre nos services. Voilà. Merci. Merci, Khadija. Je vais vérifier si j'ai des questions. Sinon, moi, j'en ai. Parfait. J'aimerais ça qu'on parle de votre impact puisque vous avez un historique. Donc, j'ai compris que vous veniez combler un vide. Des gens qui n'avaient pas du tout accès, qui n'allaient pas consulter et qui y vont. Donc, c'est le premier impact important que je vois, c'est que vous venez donner un service qui n'existait pas ou que les gens n'utilisaient pas. Mais j'aimerais ça vous entendre après le lancement, comme ça, après un petit historique. Quel est l'impact que vous voyez? Comment vous le mesurez ou comment vous le définissez, votre impact? Grâce à l'aspect un peu plus technologique de la plateforme, ça nous permet vraiment d'aller bien mesurer nos données, les impacts, puis comme je disais un petit peu, de voir qui vient consulter finalement dans nos services pour être sûr qu'on va cibler un peu la bonne population, puis qu'on va chercher des taux intéressants de tests positifs et tout. Et effectivement, ce qu'on observait, c'est que là-dedans, on a quand même une bonne proportion de patients des jeunes qui sont le groupe le plus à risque pour la santé sexuelle, donc 25-35 ans. On a aussi près de 20% qui sont des hommes et ont des relations avec des hommes. On a aussi des travailleuses du sexe et des utilisateurs de drogues intraveineuses. Donc, les groupes un peu plus à risque. Mais on voit aussi qu'on a de la population plus générale, hétérosexuelle aussi. Au Canada aussi, on a plus hommes-femmes aussi, c'est assez moitié-moitié. Et aussi au niveau des communautés qui sont nées au Québec ou à l'extérieur, on va chercher un petit peu toute cette population-là. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là qu'on répond vraiment à un besoin un peu plus global en santé sexuelle. Puis le fait, c'est surtout aussi la technologie et la rapidité, je pense, d'accès qui permet d'être une alternative à ce qui existait déjà là, en termes de cliniques, CLSC ou hôpitaux qui offraient déjà des services pour la santé sexuelle.
J'aimerais ça savoir comment vous voyez votre rôle dans l'écosystème de la santé, c'est-à-dire que vous générez beaucoup d'informations, vous générez beaucoup de données sur des clientèles très, très ciblées. Est-ce que vous vous voyez comme un allumeur de conscience, c'est-à-dire est-ce que cette information-là va circuler dans le secteur de la santé pour montrer justement où sont les besoins? Est-ce que vous vous voyez comme faire un changement systémique avec ce que vous avez comme projet ou vous voyez comme un projet parallèle pour combler les lacunes du système? Absolument, on se voit comme un projet qui va venir, qu'on veut partager avec le reste du système et du réseau parce que, tu sais, on travaille dans ce réseau-là, puis on veut travailler en partenariat avec notre réseau et on voit que on peut s'arrimer avec eux pour compléter un petit peu l'offre de services. C'est ça qui est important, c'est que la santé sexuelle, pour aller chercher tout le monde et tous les groupes, il faut offrir une variété de services parce que chaque service va s'adapter à un certain groupe de population. C'est comme ça qu'on va aller pouvoir réduire le taux d'infection à long terme quand on aura été chercher le maximum de population. J'ai une question. Comment vous avez communiqué à la population cible votre existence? Comment vous les avez rejoints? Mais c'est sûr qu'à la base, on est une plateforme en ligne, web, donc ça a été beaucoup du marketing web initialement. Nous, on a ouvert aussi le centre à une date qui était la journée de la lutte mondiale contre le sida, donc le 1er décembre. Donc, on a fait quand même un certain marketing autant dans le réseau que juste sur les médias sociaux pour aller chercher aussi les clientèles, les jeunes justement là, qui utilisent beaucoup ces médias-là. Puis, ensuite de ça, on continue, on va faire des campagnes. Par exemple, l'année dernière, pendant le Pride, là, pendant la fierté, on avait un kiosque aussi où est-ce qu'on a fait d'éducation puis inciter les gens aussi à débuter leur test de dépistage. Et la plateforme, comment vous l'avez financée? Comment vous avez financé la création de votre plateforme? C'est une plateforme principalement technologique, donc on a eu des subventions pour nous aider, surtout au démarrage pour la conception. Puis après, c'est sûr que c'est une plateforme qui, avec les consultations qu'on a, qui un peu s'autofinance avec l'achalandage qu'on a eu. Mais au départ, on a été aidé avec des subventions pour surtout créer l'outil. OK, je n'avais pas compris. Les consultations sont payantes. C'est dans le domaine du public, mais donc, ça fait partie de la RAMQ, donc il y a une rémunération. C'est comme ça. OK, parfait. Je regarde s'il y a d'autres questions. J'en vois pas pour l'instant. Mais c'est un très beau projet. Je trouve ça intéressant de voir comment vous êtes attaqué à un enjeu autour duquel il y avait un tabou et que vous avez réussi à rejoindre des clientèles qui jusque-là étaient frileuses ou inquiètes ou en tout cas qui n'allaient pas consulter. Donc, bravo. Merci beaucoup. Merci. Je vais passer au prochain pitch que j'avais annoncé à l'avance par erreur. Donc, nous allons avec HCAR, avec Mathieu Toucasset et Pierre-Alexandre Touga. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Je me présente Pierre-Alexandre. Je suis cofondateur de HCAR. L'entreprise a été fondée en 2018. On avait comme objectif de mettre la technologie au service de l'humain. Concrètement parlant, on a développé plusieurs projets de télésanté en Afrique de l'Est notamment. Par contre, ce soir, je ne suis pas là pour parler de ces projets. Je suis plutôt là pour parler d'une situation qui nous a beaucoup affectés en tant qu'entreprise. Je parle de la crise de l'isolement durant le COVID. Comme vous le savez, du jour au lendemain, dans le système de la santé, c'est des milliers de patients qui se sont retrouvés effectivement isolés dans leur chambre. Les moyens de communication en place étaient souvent indisponibles, voire inexistants. On l'a tous vécu au printemps, les effets néfastes du confinement, ils sont connus, ils sont délétères. On a entendu, comme Cathy Malas en parlait tantôt, des patients qui sont morts dans leur chambre sans même avoir pu parler une dernière fois à leur famille. Devant l'urgence de la situation, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose et le faire rapidement. C'est justement en mettant à profit notre expérience acquise en Afrique et à l'aide de partenaires solides qu'on a été en mesure de contribuer, en l'espace de quelques semaines, à déployer des milliers d'appareils dans 150 établissements du Québec. Donc, on a été en mesure de faire des dizaines de milliers de reconnexions patients, familles à un moment critique où que ces gens-là en avaient grandement besoin. C'est dans cette continuité-là qu'on s'est dit comment est-ce qu'on peut augmenter l'impact, aller plus loin avec ça. Ce succès de reconnexion nous a bien prouvé quelque chose, c'est qu'une technologie bien appliquée dans le domaine de la santé peut avoir un impact majeur sur les patients. La chambre intelligente est la solution qu'on a trouvée. Vous le savez, des villes intelligentes, on en entend parler, il y en a de plus en plus. C'est une tendance. On s'est demandé pourquoi pas l'hôpital intelligent, pourquoi pas la chambre connectée.
L'objectif, en fait, il est très simple, c'est de reconnecter, recentrer l'hôpital autour du patient grâce à un environnement qui contribue non seulement à l'aider dans son traitement, mais contribue aussi à son bien-être. On le sait tous, l'hospitalisation est très stressante pour beaucoup de gens. Par exemple, ça va être 28% des aînés qui vont avoir un déclin cognitif significatif sur une hospitalisation. 30% des gens, pour leur part, vont vivre une détresse psychologique importante. Le lien entre un état de santé mentale de bonheur important et l'efficacité du traitement est connu. On a à tout prix intérêt à ce que les patients soient heureux lors de l'hospitalisation. Comment on y parvient? C'est grâce à la chambre intelligente. C'est un système qui apprend d'intelligence artificielle, qui est basé sur des capteurs et qui est en mesure d'analyser et d'interpréter l'environnement du patient et de le modifier en fonction de ses besoins. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'on est en mesure d'épauler le personnel soignant en y fournissant des données pertinentes sur l'état du patient. On peut le divertir pendant des moments d'angoisse ou d'ennui avec des jeux adaptés à sa condition. On peut même avoir une conversation avec lui pour le garder intellectuellement stimulé tout au long de son hospitalisation. On vient en quelque sorte passer d'un endroit austère à un environnement qui contribue activement à l'hospitalisation et au succès de celle-ci. On vient à toute fin pratique révolutionner l'expérience d'hospitalisation pour les patients. 2020 a été une année importante pour nous. On a relevé plusieurs défis importants et on continue dans cette lancée-là. On veut augmenter la portée pour la reconnexion. Le COVID est une crise temporaire, cependant l'isolement ne l'est pas. Il faut à tout prix trouver des solutions qui sont pérennes pour ces gens qui en ont grandement besoin. Côté de la chambre intelligente, on cherche des partenaires audacieux qui veulent être à l'avant-front de l'innovation hospitalière avec nous et qui veulent explorer le potentiel incroyable que représente la chambre intelligente. Je vous remercie tout le monde d'avoir écouté ma présentation. Merci Pierre-Alexandre. Alors, je vais regarder d'abord si on a des questions. OK. Avant de la poser, moi, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de visualiser, là, parce que je sais que pendant le confinement dans les CHSLD, il y avait des spécialistes, entre autres des psychologues, qui faisaient des Zooms avec les patients et leurs familles. Mais là, j'essaie de comprendre à quoi ça ressemble, là, votre chambre intelligente. Il y a des capteurs. Là. Moi, je suis un patient, je suis dans le lit, dans la chambre d'hôpital. Qu'est-ce qui se passe là, autour? Là, vous me parlez d'un appareil qui va me divertir. Là. J'ai un peu besoin que ce soit plus clair que ça. Exactement. En fait, c'est un concept assez complexe. Je ne vous cacherai pas, en l'espace de 3 minutes, c'est difficile à vulgariser. Mais grosso modo, c'est un système d'intelligence artificielle. Il va regarder l'humeur du patient. Il va être en mesure de savoir. Ça, j'ai compris ce que vous avez dit, mais expliquez-moi. C'est des choses, c'est des capteurs qui sont sur les murs. Vous me parlez d'un appareil. J'ai entendu ce que vous avez dit, mais exactement. Là, mais en fait, c'est un appareil central qui analyse justement l'environnement, le patient. Il y a des sons on peut modifier, disons, l'éclairage de la chambre pour simuler de la quiétude. On peut mettre de la musique d'ambiance relaxante si le patient, on constate qu'il est stressé. Si on sait que l'heure des repas arrive et que c'est un patient, mettons, qui est en chimiothérapie et qui a peu d'appétit, on peut mettre un éclairage qui stimule justement l'appétit pour l'heure des repas qui arrive. Et quand vous parlez du divertissement, est-ce qu'il y a un écran quelque part? Oui, exactement. Il y a un écran, une tablette en fait qui est disponible. Okay, c'est une tablette, OK. Le système va être en mesure de dire, écoute, selon ton hospitalisation, moi, je te recommande tel jeu pour te garder actif. Si on sait que le patient est mobile et en mesure de se déplacer, on peut lui recommander les activités sociales de l'hôpital. Donc, vraiment, on est en mesure de saisir qui est le patient, donc, comment il se comporte. Les patients ont une tablette. Exactement. La tablette fait partie intégrante du processus. OK. Puis pour le reste, pour que l'éclairage soit modifié, qu'il y ait de la musique, tout ça, c'est qu'il y a une installation qui a été faite. Exactement. On utilise en fait des outils de domotique qui sont déjà très démocratisés dans le domaine de la maison pour les appliquer au domaine hospitalier. Donc, on n'a pas un processus long de développement et coûteux. On utilise des choses qui sont déjà disponibles, qui restent juste à modifier un petit peu, puis avoir un impact important sur l'agrément d'hospitalisation. OK. Ici, il y a Suzanne qui veut savoir si c'est déployé dans les CHSLD. La chambre intelligente est encore au processus de concept. On a beaucoup de technologies qui sont matures, qui sont bien ficelées. On est justement à la recherche de partenaires cliniques qui voudraient, avec nous, explorer le potentiel et de voir vraiment comment on pourrait l'appliquer dans des situations données. Le CHSLD, je pense, est un exemple parfait où il y a des besoins qui sont significatifs, des gens qui sont souvent en manque de stimulation. Cathy Malas le disait tantôt, le personnel soignant est sursollicité. L'infirmière n'a pas le temps de passer 2 heures avec chaque patient. Idéalement, ça serait le cas, mais avec un système intelligent,
comme on l'a, on peut être en mesure de remplacer beaucoup de ces choses-là et d'agrémenter beaucoup l'expérience patient ou l'expérience d'hospitalisation. On a compris que le thème principal, c'était la lutte contre l'isolement. Donc là, il y a Youssef qui dit, OK, il y a l'isolement COVID, mais pour la situation post-COVID, c'est quoi les situations d'isolement que vous avez identifiées où votre technologie pourrait être déployée? Souvent, l'isolement, c'est un gros mot. On peut être entouré de personnes et être isolé. Puis c'est souvent des constatations qu'on fait dans le milieu hospitalier. Un bon exemple, je vous dirais, c'est la dialyse. Les gens vont passer 4 heures par jour, multiples fois par semaine. Ils sont entourés de plein de gens, mais il y a une détresse importante. Ils sont isolés dans leur monde. En leur fournissant justement un environnement réactif qui est en mesure de les stimuler puis les garder un peu, les sortir de cette réalité, on est en mesure d'améliorer grandement cette expérience-là. Donc, ça peut être un isolement qui est temporaire. Puis effectivement, je trouve ça très l'exemple de la dialyse, pendant les 4 heures ou pendant le nombre d'heures qu'on fait ça, effectivement, c'est un isolement. Exactement. Donc, ça peut être un soin psychiatrique aussi, où que la personne est à l'hôpital durant une durée prolongée ou qu'elle a besoin justement de ce confort-là. OK. Et là, pour l'instant, est-ce qu'il y a eu des déploiements quelque part? Est-ce que votre concept est déployé? Non, comme je vous disais, la chambre intelligente est vraiment en phase d'élaboration. On a plusieurs technologies. Il y a énormément d'aspects à ce projet. Plusieurs sont très matures d'un point de vue technologique. On cherche quelqu'un pour pouvoir vraiment tester le tout en milieu hospitalier. Mais écoutez, merci beaucoup. C'était intéressant. Merci à vous. Initié à ce concept qui, ma foi, me paraît assez porteur. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Bonne chance. Merci, Pierre-Alexandre. Donc, on va y aller avec notre 5e présentation de la soirée de l'Association québécoise de parents et amis de la personne atteinte de santé mentale et avec David Ford qui va présenter. Et à vous, David. Très bien, merci beaucoup. Je vais partager donc mon écran avec vous. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, très bien. Saviez-vous que 70%, c'est la proportion de travailleurs qui quittent leur emploi pour des questions de santé mentale et que 50%, c'est les chances qu'une personne avec un problème de santé mentale fasse une rechute après son retour au travail. Qu'est-ce que ça nous dit? Ce que ça nous dit, c'est la façon dont les problèmes de santé mentale sont gérés en entreprise est primordiale. Mais face aux difficultés psychologiques chez les membres de leurs équipes, les gestionnaires, le plus souvent, ne savent pas comment réagir. Est-ce que je lui en parle? Est-ce que je lui en parle pas? Ils peuvent être eux-mêmes dépassés par les événements. Ils se considèrent responsables d'aider les employés qui sont en détresse psychologique, mais ils sont mal outillés pour gérer la situation parce qu'on n'apprend pas ça au HEC. Et on s'entend que la COVID ne fait qu'aggraver le tout. C'est pour ces raisons-là que l'ACPAM nous a mis en place des solutions pour aider les gestionnaires à gérer la situation des membres de leur équipe qui est en détresse psychologique. Donc, nous avons développé plusieurs produits, des conférences, des formations, des ateliers, l'accompagnement personnalisé qui se déploient par rapport aux 3 thèmes. Le thème de la prévention, la santé mentale en milieu de travail de façon générale, l'intervention. Une fois qu'il y a déjà un problème dans le milieu de travail, comment gérer la situation d'un employé qui est en détresse psychologique. Et 3e thème, le retour, donc l'adaptation lors du retour au travail suite à un arrêt maladie. En quoi c'est innovant notre solution? Vous savez, la santé mentale, c'est un ensemble de plusieurs facteurs, dont des facteurs sociétaux, des facteurs sociaux et organisationnels, et des facteurs individuels. Le plus souvent, on croit que la santé mentale est une question individuelle à laquelle il faut apporter une réponse individuelle. Et la plupart des solutions se déploient à ce niveau-là. Mais à l'ACPAM, on agit sur les facteurs sociaux et organisationnels parce que nous savons que les facteurs organisationnels contribuent à hauteur de 60% à l'émergence des problématiques comme le burn-out, par exemple. Donc, qui est l'ACPAM? L'ACPAM, nous sommes un organisme communautaire qui travaille en santé mentale depuis 40 ans, avec une équipe multidisciplinaire d'environ 15 personnes. Et au cœur de notre action, c'est la relation entre une personne qui vit avec une problématique de santé mentale et les membres de l'entourage. Nous savons que l'environnement relationnel sain est primordial pour que les personnes s'en sortent sur le plan de la santé mentale. Et on le sait à cause de notre expérience de 40 ans. Nous déployons des programmes sociaux phares auprès notamment des proches aidants, et ce, en étroite collaboration avec le réseau public depuis des décennies.
Et plus récemment, nous avons mis sur pied des services aux entreprises dont j'ai parlé tantôt. Et donc, vous, qu'est-ce que vous pouvez nous aider à faire aujourd'hui? Nous sommes à la recherche de clients tests. Nous avons certes déployé nos solutions dans plusieurs entreprises, mais on est encore à la recherche de clients tests, du financement, notamment des subventions et des partenariats stratégiques. Voici mes coordonnées que vous avez en bas et je vous remercie de votre temps. Diane, je ne t'entends pas parce que… Oui, j'avais fermé mon micro, je suis désolée. Donc, si je comprends bien, vous travaillez avec le monde de l'entreprise. Oui. Donc, c'est parce que justement, vous prenez l'approche sociétale, l'approche de l'impact de l'organisation sur l'individu. Et de quelle façon, est-ce que je comprends bien? Oui, effectivement. Donc, s'il y a un employé qui vit avec une problématique de santé mentale, nous, on va travailler avec les gestionnaires de cet employé-là parce qu'on sait que la dyade gestionnaire-employé est très importante dans le bien-être psychologique de l'employé. OK. Et de quelle façon, où vous vous placez par rapport au programme d'aide, mettons? L'entreprise qui aura un programme d'aide, vous vous situez où dans cet écosystème-là? Donc, très souvent, en fait, les programmes d'aide aux employés se déploient au niveau individuel. Donc, s'il y a un individu comme un employé qui est en détresse, le programme d'aide aux employés va s'adresser à cette personne-là. Oui. Mais souvent, les gestionnaires qui sont des leviers de changement au sein des compagnies et qui jouent un rôle très important dans le bien-être des personnes, souvent, ils ne savent pas nécessairement comment gérer la situation de cet employé qui est en détresse, même si l'employé va chercher l'aide pour elle-même. Veut pas, la problématique de santé mentale se retrouve un peu en milieu de travail. Et donc, pour l'entreprise, comment gérer cette situation pour réduire les chances que cette problématique s'aggrave pour la personne, au sein de l'équipe, au sein du département, etc. etc. Et jusqu'à date, comment êtes-vous reçu? Quelles sont les réactions des entreprises ou est-ce qu'elles vous accueillent bien? Est-ce qu'elles ont des inquiétudes? Elles soulèvent des questions? Quel est l'accueil que vous avez? On est bien reçu. Le client, les personnes qui participent à nos services, c'est les gestionnaires. Donc, ils sont la plupart du temps, ils reçoivent bien. Souvent, ce qu'on constate, c'est que on veut mettre, on va dire, la problématique sur les épaules de la personne. On dit que, mais en tout cas, une détresse qui vient d'une problématique de la personne ou de sa vie personnelle, bon, ça c'est pas mon problème, j'ai rien à faire là-dedans. Mais en fin de compte, veut pas que la provenance de la problématique, que ce soit la COVID, que ce soit le décès d'un proche, ces problématiques-là, parce que ça nous affecte. Et donc, quand on va sur le lieu de travail, on voit tout de suite cette problématique-là, même si la provenance est personnelle, ça se retrouve sur le milieu de travail. Donc, on aide les gestionnaires à comprendre que non, mais en fait, oui, c'est un problème avec lequel vous devez composer en milieu de travail. Donc, on les aide à faire un peu ce petit pas intellectuel, mais la plupart du temps, on est bien reçu. Votre organisme existe depuis 40 ans, vous l'avez mis au début, mais ceci est un projet récent. Ce n'est pas une itération d'un projet qui existait déjà, c'est un nouveau projet? Oui, c'est un projet que nous avons mis sur pied en 2019. OK. Parce qu'en fait, avec l'augmentation des problématiques de santé mentale en milieu de travail, on se rendait compte qu'on avait une pertinence en milieu de travail et que toute l'attention est déployée autour de la personne, mais on se disait, oups, l'entourage en milieu de travail, ils sont un peu laissés dans l'ombre, donc ils n'ont pas de solution, alors que ça, c'est notre travail depuis 40 ans. Et donc, on s'est dit, oups, là, on peut venir travailler auprès de cet entourage en milieu de travail. Et donc, ça nous permet de remplir notre mission sociale, même si c'est dans un contexte professionnel. OK. J'ai ici une question par rapport au syndicat. Souvent, le syndicat peut prendre en charge de telles problématiques. Donc, comment vous cohabitez avec un milieu qui serait syndiqué, par exemple? On est en phase de démarrage. Donc, nous n'avons pas encore eu l'occasion de travailler dans un milieu syndiqué. On travaille plutôt dans des compagnies qui sont habituellement un peu plus petites. Et donc, mais on a quand même beaucoup réfléchi à la question, mais on n'a pas encore eu cette occasion-là. OK, parce que c'est un autre acteur avec lequel vous pourriez avoir à interagir. Et tout comme les ressources humaines, parce que beaucoup de monde dit, mais comment est-ce que vous interagissez avec les ressources humaines? Et en fait, très souvent, on se déploie en complémentarité avec les ressources humaines. En fait, on a même mis en place des partenariats avec des compagnies spécialisées en ressources humaines qui déploient toutes sortes qui ont toutes sortes de mandats dans des compagnies, mais ils n'ont pas la spécialité
santé mentale comme nous l'avons et ils n'ont pas la spécialité de travailler entre un gestionnaire qui a un membre de leur équipe qui vit avec une problématique de santé mentale. On est quand même dans une niche ici, donc ça peut se déployer en complémentarité avec d'autres groupes comme des syndicats ou comme des ressources humaines au sein d'une compagnie. OK. Bien, je vous remercie. Merci beaucoup, David. Avant de passer la parole à David Santelli, on a 3 questions. D'abord, j'ai une question pour Prélib. Donc, je vais demander aux gens de Prélib de rallumer leur caméra. Et la question, c'est: pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail comment fonctionne le dépistage? Vos cliniques sont dans des cliniques privées, dans des groupes de médecine familiale. Vous êtes où exactement? Oui, donc le dépistage, nous, ça commence en fait par l'accès via la plateforme qui permet de faire le questionnaire médical, d'avoir accès un petit peu à quel test il faut faire, les conseils spécialisés. Puis ensuite, la deuxième partie se passe au centre de prélèvement. Le centre, lui, c'est un local à part entière dans le sens qu'il n'est pas attaché nécessairement à une clinique ou un GMF. Donc, il a son propre local. Le but, c'est vraiment, comme je disais, c'est d'avoir un accès limité pour que ça soit discret, autonome et rapide. Donc, pas vraiment de salle d'attente, pas de réception. Il y a vraiment un système de bornes pour l'accès avec un système de code. Et donc, c'est un peu comme ça. Et après ça, la suite, c'est la réception des résultats qui se fait via la plateforme, via le téléphone, selon la prise en charge qui est requise. Bien, merci beaucoup, Khadija. Je vais demander à Pierre-Alexandre maintenant d'allumer sa caméra parce qu'on a des questions supplémentaires pour lui. Oui. Donc, la question est la suivante. Avez-vous des exemples de réussite en santé mentale ou en psychiatrie? Donc, mais ce que je comprends, c'est que vous êtes dans une phase vous n'avez pas encore de déploiement. Donc, je suppose que vous n'avez pas de réponse, mais je ne sais pas. Non, c'est exactement ça. On n'a pas encore de données probantes, mais c'est un domaine d'intérêt qu'on avait déjà ciblé, puis on pense qu'il peut avoir un impact important justement dans ce genre de pathologie. Il y a des questions face au coût de l'équipement. On se demande si c'est très dispendieux. C'est une excellente question, puis c'est justement un des premiers points qu'on avait en jeu. Souvent dans le domaine médical, il y a la tendance que ça coûte une fortune. On base la solution sur des outils domotiques, donc déjà disponibles au grand public et low cost. Donc, ça fait en sorte que la solution, non seulement est simple à déployer ou plus simple à déployer, mais en plus, elle ne coûte pas trop cher. OK. Mais merci. C'était les questions supplémentaires. Donc, merci à vous. Avant de passer la parole à David Santelli, j'aimerais remercier Marc-Olivier, Pierrick, Khadija, Pierre-Alexandre et David. C'était fort intéressant. Merci de m'avoir nourri par toutes ces innovations. Je passe la parole à David pour le mot de conclusion. Et là, tu m'as enlevé mon mot de conclusion. Non, c'est à mon tour de te remercier, Diane, pour, comme toujours, ton animation très éclairée et éclairante et pour la pertinence de tes questions. Je vais aussi quand même prendre le temps de remercier nos 5 entrepreneurs qui ont pitché et bien entendu leurs associés. Ce qui est intéressant, c'est de voir la diversité aussi des profils d'entrepreneurs qu'on a. On a des praticiens, on a des médecins, on a des chercheurs. On avait 2 chercheurs qui ont pitché aujourd'hui et aussi des dirigeants d'organismes communautaires. Et c'est un peu la représentation de la diversité des projets qu'on accompagne à l'Esplanade quand on parle de santé communautaire. Ce qui m'amène en fait, et je veux finalement, c'est un premier choc de l'innovation. Et je voulais justement peut-être conclure sur quelle est l'intention qu'on avait au travers de ces chocs de l'innovation. Une des premières choses qu'on apprend à nos entrepreneurs, c'est que quand ils veulent répondre à une problématique, il faut qu'ils le pensent dans une logique d'écosystème. S'ils veulent vraiment avoir un impact, créer un changement, générer un changement systémique dans le secteur dans lequel ils s'emploient à trouver des solutions, il faut qu'ils considèrent l'écosystème avec lequel ils travaillent et de voir aussi les solutions qui existent déjà et comment leur proposition vient compléter et je dirais améliorer éventuellement la réponse à cette problématique-là. Donc, c'est un peu l'illustration aujourd'hui de ce que les chocs de l'innovation représentent. On avait la chance d'avoir une de nos partenaires en Cathy Malas qui représente le réseau de la santé. Puis c'est exactement ce qu'on voulait faire à l'Esplanade. C'est bien beau de dire à nos entrepreneurs, on va vous inviter à comprendre l'écosystème et à s'intégrer à cet écosystème-là, mais on voulait aussi à l'Esplanade développer notre réseau de partenaires du réseau de la santé. Et je dois avouer, et Cathy en est l'expression la plus
la plus évidente, qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui développé des partenariats avec des acteurs clés de l'écosystème, autant au travers de SUS que du CHUM, que même au niveau du ministère. Et c'est une force dans le sens où aujourd'hui, l'Esplanade veut simplement être un contributeur avec nos innovateurs et avec le réseau de santé à trouver des solutions qui viendront articuler un changement profond dans nos pratiques et dans l'évolution du réseau. Et je pense que s'il y a un point que je voudrais relever, c'est bien entendu le risque que prennent au jour le jour ces entrepreneurs-là à pousser leurs solutions dans un système qui a la réputation d'être conservateur. Mais ce que je voudrais envoyer comme message, et si vous êtes un membre du réseau, c'est de venir vers nous parce que clairement, ce qu'on voit jusqu'à présent, Cathy le mentionnait, mais le courage actuellement, on a la chance d'avoir des acteurs de changement au travers des partenaires du réseau avec lesquels on travaille. On a vraiment des gens qui prennent des risques et on veut pouvoir faciliter encore plus, je dirais, ces risques, enfin de diminuer leurs risques en leur apportant éventuellement des propositions qui vont répondre aux enjeux auxquels ils font face au jour le jour. Donc, c'est une invitation en fait à venir nous voir et à rencontrer nos entrepreneurs, mais aussi si vous avez des enjeux sur lesquels vous travaillez puis que vous percevez qu'il y a une partie de la solution qui peut passer au travers d'un écosystème comme celui qu'on vous propose, ben, c'est une invitation à venir nous rencontrer. Donc, sur ce, je félicite tout le monde pour cet événement ce soir et aussi la coordination au niveau de l'Esplanade. Merci et bonne fin de soirée.